mon titre dans le programme. Je crois que ce texte était distribué en anglais. C'est pour un livre sur le travail de Johan Huizinga, un homme hollandais, un anthropologue qui a fait un livre très célèbre qui s'appelle Homo Ludens. C'est comme ça, c'est clair. D'accord. Mais j'ai coupé presque tous les engagements directs avec Huizinga de ce texte qui j'ai écrit en français pour cette occasion. Merci. Ouais. Donc, mon titre, en fait, c'est ça. Play for time. C'est la version légère. On dit ça en français. Right. Donc, le titre Play for time, c'est en fait un titre doublé, quand même. Donc, c'est-à-dire playtime, le temps des loisirs, le temps libre, quelque chose comme ça. Et aussi play for time. Play for time est le titre de mon exposé doublé. Il peut être traduit comme gagner du temps, au moins selon Google Translate, qui met les impôts dans cette traduction. Mais l'anglais, play for time, conserve le sens de l'incertitude pour l'issue du jeu et le sens de l'enjeu. En fait, play for time a le sens qu'on ne gagne pas, qu'on va probablement perdre le match, et on essaie de retarder cette manifestation. Christian m'a dit qu'on peut dire en français jouer le monde aussi, mais ce n'est pas exactement la même chose parce que quand on joue le monde, on va gagner, d'habitude. To play for time peut aussi suggérer une recherche pour un autre temps dans lequel ce n'est pas simplement une question de temps supplémentaire qu'on peut utiliser pour remplir une tâche. Ce texte exposé va explorer quelques projets expérimentaux utilisant les jeux vidéo. Projets qui play for time autrement que gagner du temps de lire normalement. Il joue avec la manifestation prédominante de l'audiovisuel des jeux vidéo comme forme industrielle et commerciale. Grâce à le déploiement de l'interactivité, de la virtualisation et de la simulation, les jeux vidéo sont d'excellents exemples de la forme contemporaine de l'objet temporel industriel, comme caractérisé par Bernard à travers ses textes. Depuis le phonogramme et de la radio, au cinéma, télévision, vidéo et jusqu'à aujourd'hui, avec le devenir numérique et tous les médias, les objets temporels industriels ont joué un rôle très important dans le devenir de l'identité individuelle et culturelle. Dans la mesure où ils sont les objets temporels, les expériences produites par ces médias sont constituées dans le cadre du flux de la conscience intérieure des individus engagés dans la suite et dans l'ère interactive numérique, en coproduction du flux de leur déroulement. Par conséquent, ils sont au cœur même du propre développement tant de l'individu par rapport au milieu extérieur que dans la dynamique mutuelle de devenir individuel et collectif. Cette dynamique passe toujours par l'expérience commune médiée. Aujourd'hui, elle est la plupart du temps médiatisée, électroniquement, numériquement. Je me puis ici sur l'interprétation de Bernard de l'individuation et de transindividuation développée par Gilbert Simondon. Ma compréhension de ces concepts est aussi redevable à Jonu et en particulier à un essai qu'il a contribué à la revue intitulée Cultural Politics. Merci à Bernard et à Jonu, et maintenant vous pouvez me corriger. Une tendance principale de milieu de culture numérique est lisible dans ce que j'appelle la temporalisation préemptive, constituée dans l'expérience temporelle des jeux vidéo.
Au moins, cela est le cas quand ils sont joués en fonction de leur conception industrielle comme objet temporel. Ailleurs, j'ai appelé le formulaire interactif de simulation dans les jeux vidéo une machine d'anticipation, contrairement à la machine d'interprétation d'un récit. Dans ce regard, les propositions de Paul Virilio sur l'influence de la pensée logistique dans la réorganisation de la société après la Deuxième Guerre mondiale sont importantes pour moi. Anticipation anime la logistique. J'ajoute une définition de la logistique citée par Virilio qui est de Pentagone dans les années 50. C'est quoi? La logistique est la procédure par laquelle le potentiel d'une nation est transféré à ses forces armées, en temps de paix comme en temps de guerre. C'est-à-dire, la nation est transformée en le potentiel logistique. Après la guerre, la logistique s'occupe de la préparation d'un conflit nucléaire. Elle doit être donc totale, complète, omniprésente et transformationnelle, comme Eisenhower a noté quand il a démissionné dans une parole très célèbre. C'est le milieu dans lequel l'ordinateur est devenu la technologie clé de la communication, de représentation, de décisions politiques et militaires. Plus tard, l'ordinateur devient central pour la culture, les affaires, les médias, les loisirs, etc., etc. Pas étonnant alors que les formes de simulation comme les jeux vidéo sont tellement au cœur de l'expérience de l'ère de l'information aujourd'hui. Grâce à l'aide de virtualisation et de l'interactivité, la simulation peut poser des questions hypothétiques de ce qui est. Elle peut voir, dans un sens, ce qui pourrait arriver et comment y répondre. C'est une technique pour être en avance sur les événements. Comme a dit Bernard dans la technique et le temps 1, utiliser une technique, n'importe quelle technique, ou un utile, et toujours anticiper l'avenir. Mais avec la simulation dans l'ère de l'ordinateur, l'avenir devient un problème à éviter par le système. C'est ce que je veux dire par préemption en termes de temporalisation préemptive. Bien sûr, la simulation ne supprime pas l'avenir. En fait, il obtient le contraire de ce que la logistique veut. Au lieu d'assurer l'avenir en la rendant prévisible, il le rend d'autant plus incertain, en fait. Comme Sam Weber l'a montré, ce paradoxe est au cœur de l'analyse heideggerienne de l'Entbergung, en anglais unsecuring, peut-être désécurisant, de l'Entbergung de la technique moderne dans son essai, La question concernant la technologie. En tout cas, ici, je veux offrir quelques réflexions sur le défi de devenir individuel et culturel associé à cette tendance vers cette temporalisation préemptive. Je montrerai que l'objet industriel, temporel, ludique, manifeste une tendance plus large à la déstabilisation à l'écart de la dynamique de l'individuation. Mais il existe aussi la possibilité de détourner et rediriger cette tendance. Nous allons examiner 3 projets qui tentent de le faire. Ils jouent pour le temps différemment, chacun à leur manière. Ils ne gagnent pas le temps, ils le peuvent dans un certain sens. Ils allongent les circuits de la communication, de l'intervention et de la négociation entre les individus et collectifs, dans et entre les espaces de numérique virtuel, du gameplay et de la technoculture contemporaine. C'est pourquoi je les aime. Bon.
Mon premier exemple, c'est Second Person Shooter. C'est pas ça. Mon premier exemple est Second Person Shooter de Julian Holland Oliver. Oliver a contribué quelques essais pertinents sur les jeux vidéo et, comme un principal de Select Parks, il a développé quelques projets intéressants expérimentaux. Le plus célèbre fut Escape from Woomera, ça c'est ça, 2003. Vous connaissez? Il s'agissait de la prison controversée, Detention Center en Australie, pour les immigrants illégaux qui étaient situés dans le désert sud-australien. C'était une sorte de camp de concentration. Dans cette jeu, on joue pour échapper au Woomera. Il faut négocier avec les gardes, prison gardes, beaucoup de trucs pour trouver une échappe. Second Person Shooter joue avec un mode majeur de jeux vidéo commerciaux, le FPS, c'est-à-dire le First Person Shooter. Ceci est une forme très influente de l'engagement interactif dans un espace illusoire et tridimensionnel. Comme un mode de jeu utilisé dans de nombreux genres de jeux vidéo, l'FPS est un objet temporel industriel, c'est-à-dire un générateur d'expérience. Le joueur a appris à anticiper un engagement dans la tâche de constituer une expérience de maîtrise interactive sur les éléments difficiles trouvés dans l'espace virtuel. Ces éléments existent pour retarder le progrès du joueur. Avec Second Person Shooter, par contre, cet engagement est lui-même rendu difficile. Au lieu de voir l'espace virtuel à partir du point de vue de son avatar, le joueur voit du point de vue de l'autre, le second person. Oliver dit qu'il y conduit au sens d'un déplacement de l'agence et une prise de contrôle. C'est un média délocalisé, si vous voulez. En anglais, il fait un jeu de mots sur le terme locative media, peut-être les médias géolocalisés en français. C'est un terme très branché dans les industries créatives de médias. Au lieu de conduire la vision de ce qui peut être vu et donc ciblé dans le mode classique d'immersion situé dans l'espace de simulation de jeu, FPS, les commandes du joueur peuvent le conduire à rencontrer lui-même, comme avatar, face à face. Comme ça. Ces actions sont alors perçues comme deux, divisées et réunifiées à partir de la vision de l'espace virtuel. En voyant maintenant de l'extérieur, en regardant dedans, comme a dit Oliver, il n'incarne plus la machine de vision de pauvre Elio. Il faut négocier et naviguer ces machinations différemment. Cela prend du temps. Dans ce projet, Oliver pose le nom de shooter en déplaçant leur disposition habituelle. Il rebranche le nœud d'entrée-sortie de l'interface du joueur. Il le confronte à l'incertitude que l'objet temporaire industriel est conçu pour éviter. Quelle est cette expérience? Est-elle un divertissement? Doit-elle encore être fun? À quoi j'y suis attentif en payant avec mon attention, passant mon temps à faire? Bon, pardon, c'est mon équipe. Bon, mon deuxième exemple est une œuvre performative dans le monde virtuel de conflit multijoueur. L'artiste médiatique américain Joseph Delap est Dead in Iraq. C'est-à-dire mort en Irak.
dans le jeu vidéo créé par le département de la défense américaine, America's Army. America's Army est un tactical team shooter, c'est-à-dire un FPS pour une équipe, qu'on peut télécharger gratuitement, utilisé pour promouvoir le recrutement et peut-être comme un dispositif d'expérimentation d'armes et de tactiques. Le jeu propose des missions d'équipe de combat entre les escadrons. D'abord, il est nécessaire de se qualifier en passant la formation de base aux missions bootcamp destinées aux joueurs solo. Après avoir passé le bootcamp, de là rejoint un jeu comme Dead in Iraq. Ça c'est son nom de l'habitat, son tag. Mais au lieu de participer au jeu, il utilise la fenêtre de chat afin d'énumérer les noms, les grades et les dates de décès des militaires américains tués en Irak et plus tard en Afghanistan depuis 2005. Il tire profit de la capacité à rester dans le jeu comme une sorte de revenant qui peut regarder l'action après sa mort. Cette capacité est conçue comme une outil pédagogique pour le joueur et une compensation pour sa sortie de la mission avant sa conclusion. Ici, il y a des screenshots sur le website de Joseph Delap de cette performance. Donc c'est un joueur dit Dead in Iraq va tout s'en foutre. Mais dans cette screenshot, un joueur dit moi je suis dans l'armée. Comme certains autres l'ont dit, Delap confronte les joueurs à la réalité de le monde du jeu virtuel et au fait que ce monde évoque à la fois le réel par les objectifs de jeu et le nie par sa modélisation virtuelle de conflits armés. Son but. Mais pour moi, le génie de Dead in Iraq est la manière dont il confronte les joueurs à la dimension collective de l'achèvement constitutif. L'individu devient lui-même dans une dynamique réciproque avec son groupe, ou plutôt avec ses groupes. L'individuation est un processus, et l'achèvement est sa caractéristique essentielle, son moteur. L'horizon indépassable de ce devenir, c'est la mort. Dead in Iraq concerne la mortalité du développement, mais pas seulement la mortalité des morts en Irak. Le projet de Delap est de faire une intervention commémorative dans cette expérience médiatisée, hypersynchronisante de combat virtuel permanent. Hypersynchronisation est le terme de Bernard pour l'effet souhaité par la médiatisation de masse. À savoir, la coordination des esprits afin de réguler l'attention et le désir à des fins commerciales. Je dirais qu'il est également à des fins logistiques. Aujourd'hui, l'économie et la logistique sont toutes opposées. Dans le jeu, l'esprit centre sur la coordination de l'action pour atteindre l'objectif de maîtrise interactive sur les adversaires. On joue à préempter, jouer pour former l'esprit en synchronisation parfaite avec l'équipe. Bien sûr, comme le monde de l'art, on peut jouer autrement. Dans le jeu, le combat revient perpétuellement, éternellement. Cet objet temporaire industriel fournit un engagement qui fait partie d'une tendance générale à monopoliser et donc détruire la temporalité, de devenir autre que logistico-consumériste. Afin de contrer cet engagement hypersynchronisant, Dead in Iraq essaie de créer une pause exceptionnelle en mode synchronisé, suspensif, de recueillement au milieu de recyclage permanent du combat intensif virtuel. Épistémologiquement, il dit ceci: le mot est réel pendant que vous jouez à un jeu faux. Mais comme performance, Dead in Iraq fait un geste vers un autre temps,
que celui de jeu. Les joueurs en ont besoin parce que dans leur simulation agonistique ou vraiment ludique, peut-être, ils commencent à se perdre. Bon. Mon troisième exemple est une installation interactive réalisée par les artistes anglais Ben Langlands et Nicky Bell. Il s'appelle Langlands et Bell. Il a été commandé par le Musée impérial de la guerre de Londres. Il s'agit d'une réflexion sur la guerre en Afghanistan et sur l'implication de l'Occident en Orient ou du Nord au Sud. Sujet encore d'actualité de nos jours, sans doute. Parmi les éléments, l'installation contient une visite virtuelle interactive de la maison d'Arunta, Afghanistan, où Osama Bin Laden a vécu pendant un certain temps avant son départ pour échapper au ciblage des Américains. Pour ce faire, les artistes ont utilisé un moteur de jeu commercial, Engine, vous le connaissez, à savoir le moteur de Quake. The House of Osama Bin Laden rejoue l'expérience proposée par le système de jeux vidéo de tir, FPS. Comme les autres œuvres que j'ai examinées, il interrompt l'adoption courante de cet objet temporaire industriel très populaire. J'ai trois images de House of Osama Bin Laden, mais j'ai aussi une sorte de walkthrough. Lors d'exposition, les visiteurs ont pu déplacer le joystick pour naviguer autour de la maison, mais ils ne peuvent rien faire d'autre dans l'espace virtuel. Par ailleurs, il n'y avait personne là-bas, personne pour jouer avec, réel ou généré par l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va faire là? La cible a disparu. The House of Osama Bin Laden pose des questions non seulement pour les visiteurs sur l'espace virtuel, mais sur toute l'aventure géopolitique et militaire en Afghanistan. Et plus récemment, nous avons vu les images d'Obama et de son équipe dans la Maison Blanche regarder en temps réel les actions des soldats qui avaient reçu l'ordre d'attaquer la nouvelle maison d'Osama Bin Laden au Pakistan. Les soldats étaient comme les avatars dans un jeu vidéo, comme Clancy par exemple, agissent avec l'intelligence artificielle suffisante pour réaliser leur désir à distance. L'équipe présidentielle a regardé avec l'attention intense des joueurs en attendant le résultat de leur entrée de commande. Je pouvais presque voir les contrôleurs Xbox dans les mains. Le système technologique du Game Engine Quake produit un espace avec une perspective visible qui permet de déplacer et d'agir. Le jeu conçoit l'action du joueur comme la découverte de solutions aux problèmes. Dans l'FPS, il s'agit de faire de l'autre une cible et éviter de devenir une cible soi-même. C'est une solution technique reproduisant ce que Sam Weber a appelé un certain type de ciblage, très commun dans la techniculture occidentale aujourd'hui. Avec cela, les ambiguïtés, incertitudes et complexités de le phénomène ciblé sont exclues de la production des médias de représentation et d'exploitation pour identifier et éliminer la cible. Et dans l'espace virtuel de Langlands and Bell, il n'y a pas de cible et pas de problème. C'est son problème. Quel est cet espace? Son problème.
Dans un livre fait de l'exposition, les artistes ont montré ce qu'ils ont fait pour créer l'espace. Des mesures, des photographies, des croquis, de l'inspection sur place. Comme avec les jeux vidéo commerciaux ou militaires, ils ont essayé de fournir suffisamment d'authenticité pour la suspension de l'incrédulité. Mais dans le non-jeu vidéo, The House of Osama Bin Laden, le lien historique et géographique entre le lieu et l'espace virtuel ne parvient pas à faire cela. Ils reviennent comme des questions pour le joueur qui attendait quelque chose de différent quand il saisit le joystick. Pour conclure, chacun à sa manière, ces trois projets interrompent les routines de la pratique des jeux vidéo. Ils démontrent la possibilité d'une intervention critique et créative dans ces routines. Le technologique de ciblage est une tendance puissante pratiquée à travers eux. Le rythme de ces projets ralentissent suffisamment pour proposer d'autres types de synchronisation avec d'autres personnes, d'autres cultures. Au moins, il laisse une pause pour gagner du temps autrement, ou bien pour gagner un autre temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est une remarque qu'on avait déjà eue ensemble, une discussion il y a 2 jours sur l'essence du jeu vidéo, ce qui me permet d'illustrer ta dernière phrase pour évoquer le fait que les travaux que tu as présentés interrompaient la pratique du jeu vidéo. C'est Mathieu Tricot, je crois, qui en France a écrit un livre récemment sur la philosophie des jeux vidéo, qui a fait cette remarque, qui est déjà quelqu'un qui travaille sur la cybernétique, qui avait sorti un bouquin sur la cybernétique, qui a rappelé quelque chose d'important, je crois, dans ce qui est l'essence des jeux vidéo, c'est le débordement. Jusqu'à qu'il y ait effectivement une interruption. Là, l'interruption, elle se passe avant même qu'il y ait un débordement. L'illustration de ça, c'est par exemple le jeu Tetris. On commence à enchaîner les pièces, tout va bien, et puis ça commence à s'accélérer, ça s'accélère, jusqu'au moment où on n'est plus capable aussi bien de manière cognitive que par la dextérité de nos mains, de mettre la bonne pièce au bon endroit. Et c'est l'essence même du jeu vidéo, c'est ce débordement. C'est toujours des logiques d'accélération, jusqu'à que ça déborde. D'abord, on reprend le principe informatique du stack overflow, c'est-à-dire le débordement, quand il y a un problème en informatique, c'est que la mémoire, il y a une fuite et ça déborde, jusqu'à un moment où ça passe plus, ça casse. Et c'est ce défaut dans la programmation qui est repris dans l'essence même des jeux et des premiers jeux, que ce soit le Pong, que ce soit Tetris, on retrouve cette essence du jeu vidéo dans le débordement. Voilà, c'est juste pour faire le parallèle entre cette logique d'interruption que tu as évoquée et le fait que les interruptions qui est vraiment la fin de partie. Parce que ce que cherchent les joueurs, les personnes, j'imagine, qui sont confrontées à ces installations où il n'y a pas d'ennemis, on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Finalement, ils sont à la recherche j'allais dire presque mécaniquement, de quelle est finalement la règle du jeu, compris comme quel est le débordement auquel je vais devoir me confronter pour savoir combien de temps je suis capable de tenir dans le jeu. Par exemple, de ne pas mourir si j'ai un ennemi, ça veut dire que je cherche l'ennemi. Mécaniquement, je vais chercher l'activité qui va me permettre de me confronter à ce débordement et au travers de laquelle je vais moi-même me mesurer, qui est, je crois, une des possibilités d'interprétation de l'essence du jeu vidéo. Alors, c'est à la fois une question et pas une question, hein, c'est pour rappeler un petit peu la discussion qu'on avait eue à tout le monde. Je ne suis pas sûr si je ne connais pas le texte Tricot. Mathieu Tricot. Mais
Je ne suis pas sûr si le débordement c'est la même chose que l'interruption ici, parce que ça, débordement, me semble comme le processus de cette répétition éternelle de le jeu, de le contest, jusqu'au le point qu'on ne peut plus le faire. Il faut un autre jeu vidéo, une sorte de recyclage permanent de consumérisme, mais aussi temporel. Ouais, c'est juste une impression. Non, pardon. Ludovic, tu voulais la parole, c'est ça? Oui. Juste une petite remarque question concernant l'essence du jeu vidéo. C'est quelque chose qui paraît tout à fait décisif par rapport aux objets temporels de type industriel que sont les jeux vidéo. C'est qu'à mon avis, d'après mes connaissances assez modérées dans ce domaine-là, il existe deux grands types de jeux vidéo, ou en tout cas un est apparu à mon avis plus récemment, un qui est de l'ordre qu'on pourrait appeler en effet du débordement, qui faudrait sans doute lié à la performance, qui nous vient là directement de l'idéologie industrielle, en tout cas d'une accumulation quantitative du score, par exemple, ou du nombre d'ennemis tués, qui est toujours évalué en termes de quantité. Mais d'un autre côté, on a des jeux de stratégie qui, eux, abandonnent, je crois, le score chiffré, ne visent pas nécessairement la performance, ou en tout cas pas du même ordre que celles qui habituellement se trouvent dans les shoot 'em up, par exemple, ou tous ces types de jeux-là. Ils sont plutôt des jeux de stimulus-réponse. Et puis également, plus récemment, les jeux type Second Life, où là, on a encore quelque chose de différent par rapport aux jeux de stratégie, puisque ce sont des simulations comportementales, plus ou moins complexes, avec des scénarios multiples, et surtout en mode multijoueur, quand on est connecté à Internet. Donc j'aimerais peut-être vous entendre de ce côté-là, sur ces différents types de jeux vidéo, et donc le rapport qui peut exister entre simulation, jeu et performance. Ah oui, c'est une bonne question, et tu as raison, absolument, mais il y a beaucoup de gens différents. Ça c'est un plus grand projet, mais il y a aussi, peut-être Second Life n'est pas un jeu en fait, c'est juste un espace virtuel. Ouais, avec les fonctions réseau, mais aussi commerciales, etc. C'est une très bonne question, et j'ai fait des études sur cette question. Mais cet exposé, c'est ciblé sur le ciblage dans le FPS, parce que c'est un très populaire, it's a very widespread, c'est très populaire comme forme commerciale des jeux vidéo. Mais il faut étudier toutes les formes de simulation différentes dans les jeux vidéo. Et il y a des gens qui font ça dans les game studies. Et je participe au débat là-bas pour préciser quelque chose au sujet de qu'est-ce que la simulation de l'ordinateur, par exemple. Parce que c'est différent, ça peut traduire les pratiques traditionnelles des jeux. Il y a beaucoup de jeux qui est remédiacé entre les jeux vidéo, les formes de jeux vidéo. Ça, il y a toutes les questions comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans le processus de simulation par un ordinateur? Remédier ces formes. C'est très extra, mais c'est beaucoup plus large que fait. Juste une petite chose. Oui, en effet, c'est plus large encore que les jeux vidéo, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, tous les pilotes de ligne sont formés sur simulateur, et qu'en l'occurrence, le diagnostic qui a été porté quant au grave accident qui a eu lieu entre le Brésil et la France, sur la ligne Air France, a montré que c'est en quelque sorte un défaut de formation par le simulateur qui a rendu possible l'accident terrible qui a eu lieu. Ouais.
Absolument. Et aussi, il y a le phénomène qui s'appelle gamification maintenant. C'est tout courant. C'est un mode de marketing, la publicité. La stratégie, c'est faire un jeu de toutes les choses qui on peut vendre. Alors, vas-y. En fait, avant la jeu vidéo sur Internet, en fait, il y a eu l'époque des CD-ROM culturels. Si on est sur la question de l'essence des jeux vidéo, il me semble qu'il y avait un mode découverte des résolutions de problèmes par acquisition de connaissances, des bases de connaissances, du style énigme au Louvre, où effectivement la curiosité faisait que le système de l'interaction était guidé par une exploration. Et il y a un deuxième exemple que je pourrais citer, qui est Myst. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a été un jeu vidéo très important, un jeu interactif. Myst, qui était un CD-ROM aussi, évidemment, ça prend l'époque en ligne, où en fait, ce qui était intéressant dans Myst, c'est qu'on ne connaissait pas la mission, on devait découvrir les règles, et là, effectivement, par rapport au débordement, on n'était pas du tout dans une logique en fait, de la performance, mais au contraire, dans une logique, en fait, non plus dans un jeu stratégique, bien que ça peut être associé à un jeu stratégie, mais de curiosité découverte, qui faisait qu'au fil du jeu, tu devais apprendre à reconnaître les règles qui permettent à jouer. Et on avait là une sorte de, comment dire, je ne sais pas, parce qu'après j'ai laissé un petit peu, comme complet, j'avais un cours sur l'histoire de la vidéo, que j'ai laissé tomber, pour des raisons, c'est vrai. Et en fait, il y avait quand même des formes, disons, de curiosité qui pouvaient être associées évidemment à cette forme symbolique de la 3D, si on prend Panofsky comme espace de circulation, qui allait au-delà de shoot'em up, qui après, évidemment, a gagné, quoi, avec le premier shoot'em up qui est Doom, qui a cartonné, voilà. Et donc, il y a quand même eu aussi, au départ, je ne sais pas ce que vous en pensez, de ça, dans cette généalogie un petit peu, des tentatives, au départ, d'expérimentation, de modalités de découverte, de mode découverte, qui ne correspondent pas, en fait, à ce que question a fait tout à l'heure, enfin, qui étaient des alternatives, disons, au débordement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tu as raison aussi. Il y a des jeux adventure games, des jeux de roleplay, etc. Et il y a assez de commentaires au sujet de l'expérience comme une narrative, comme quelque chose d'un trajet spirituel, even, même, etc. Donc, il y a des classifications entre les différentes expériences dans le jeu vidéo. Par exemple, l'exploration, les jeux agonistiques, par contre, les jeux plus mimétiques, les jeux en utilisant la distinction de Calva. C'est très courant dans les game studies aussi. Oui, chaque forme déserve des interprétations. Et la découverte des règles et le système d'une sorte de formation par le jeu, par l'interactivité, c'est très courant, c'est très puissant, c'est très fondamental aspect des jeux vidéo, je crois, et de l'interactivité en général. J'aimerais bien revenir sur le rapport au temps que vous avez décrit. Je pense que je ne l'ai pas très bien saisi. Moi, j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, et puis j'ai cessé de jouer parce que je considérais que ça me faisait perdre du temps. J'adhère en disant cela à Bataille, Jean Bataille qui disait, dans un article qui s'appelle peut-être Homo Ludens aussi, que le joueur brûle du temps de manière souveraine et donc profite de son temps en le dépensant dans la complète inutilité. C'est peut-être pour ça que je ne joue plus, parce que je n'ai pas de temps à perdre. J'en suis malheureux. Parce que quand on passe une soirée à jouer au poker, on ne brûle pas simplement 40 €, on brûle aussi 5 heures.
Le film dont on parlait hier. Donc, est-ce que vous vouliez dire que les jeux qui se développent aujourd'hui, comme ils provoquent une synchronisation et peut-être des consommations addictives, n'entrent plus dans un rapport, entrent dans un rapport consumériste et non plus consumatoire, comme chez Bataille? Est-ce que du coup, la perte de temps est encore pire, vu qu'il n'y a plus le bénéfice de gagner sa souveraineté, mais de la perdre complètement dans la synchronisation? Est-ce que tu veux quelque chose? Si je comprends bien, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est la distinction entre synchronisation et hypersynchronisation qui a fait Bernard dans la technique électron 3, par exemple. C'est une question peut-être de balance, quelque chose comme ça. Si tu es hypersynchronisé, et si tu deviens un objet temporel industriel, hyper excitant, hyper intensif, etc. Donc, ça peut détruire la possibilité de synchronisation, parce que la synchronisation doit être quelque chose d'exceptionnel. Donc, on peut brûler du temps de temps en temps dans jouer à un jeu vidéo ou autre chose, la danse, les drogues, quelque part. Mais si on fait ça tout le temps, si on expecte le prochain événement d'être beaucoup plus excitant et intensif, etc., et on existe dans un mode quand il n'y a pas pour la possibilité pour la synchronisation et la balance entre les deux. Tu peux me comprendre? Non. La synchronisation est indispensable à la diachronisation. C'est ça que dit Patrick. Donc, qu'il puisse y avoir, pour qu'il puisse y avoir la diachronie, c'est-à-dire l'individuation. L'individuation, c'est de la diachronisation. Il faut de la synchronisation. Et c'est pour ça que c'est mon très important. L'hypersynchronisation engendre l'hyperdiachronisation, qui est la séparation des deux. Et par rapport à la bataille, l'homonisation de bataille, c'est un être festif. Et ce sont comme vient de le dire Patrick, des moments d'exception. Si ce ne sont plus des moments d'exception, c'est plus rien du tout. Donc, parce que l'homo ludens, il vient après l'homo laborans. L'homo faber, il dit plutôt, mais il continue à travailler, il continue à fabriquer, et il a des moments, voilà. Donc, et il y a donc une rythmologie comme ça. Et ce que montre Patrick, c'est que cette technologie temporelle industrielle permet de totalement annuler cette rythmologie. Mais j'y reviendrai moi par ma question si on a le temps. Moi aussi, j'avais tout petit, je jouais à Zork sur les ordinateurs et j'ai passé tout. Zork, voilà, il fallait écrire, taper aller nord, ouest, et je passais tout mon été là-dessus et j'ai fini par me dire que c'est une perte de temps. Et beaucoup plus tard, j'ai joué au Go, le vieux jeu chinois de 3000 ans, dont d'ailleurs Lao Tzu a dit aussi que c'était une perte de temps, mais qui pourtant a été admis dans les monastères comme le seul jeu possible par les moines de Chine. Ce qui m'intéresse dans les jeux vidéo, c'est que quand on compare avec le travail de Bernard Stiegler, que je suis juste en train de lire là, le temps du cinéma, qui est une histoire racontée où, quand on se met dans le cinéma, on est toujours en train de voir les possibilités, mais la fin est toujours la même. Le jeu vidéo permet cette ouverture de possibilités. Alors c'est-à-dire que les jeunes de la génération vidéo, peut-être, sont beaucoup plus confrontés au possible qu'ils ne l'étaient avant, peut-être. C'est-à-dire, on a presque l'impression, peut-être, que le cinéma et toutes ces histoires ont peut-être bâti l'idée que le temps était déterminé, qu'il y avait un futur déterminé de la vie,
Tandis que tous les enfants ou tous les gens qui jouent avec des jeux vidéo intelligents, par exemple, je crois qu'il y en a un où on apprend à avoir une femme, alors il faut lui apporter des fleurs, il faut venir attendre pour aller au travail. Et si on ne fait pas ça, elle se fâche. Enfin, il y a des on apprend beaucoup avec ces jeux vidéo. Ah oui, mais je crois que la tendance que j'ai vu explorer ici, c'était que le possible devient ce qui peut être préempté. Donc le possible arrive dans la simulation comme le threat, comme quelque chose qui doit être sauvé, évité, éliminé. Donc la modélisation crée les choses juste pour cette fonction. Ça. Donc il faut chercher, explorer comment on peut, les choses comme les jeux vidéo, créer les possibilités autrement. C'est ça exactement. Moi, je suis un amateur de filmographie, déjà de science-fiction, et la science-fiction a naître beaucoup depuis quelques années du fait des producteurs et des jeux vidéo. Et la question, je ne comprends pas pourquoi, et ce n'est pas une provocation, il y a de plus en plus de jeux apocalyptiques et de plus en plus de films, qu'ils soient de grands films hollywoodiens ou des petites séries B, qui sont apocalyptiques. C'est à chaque fois, on est dans une situation, soit de post-guerre nucléaire, soit être seul au monde, avec que des zombies, soit toujours le même schéma apocalyptique. Et je ne comprends pas pourquoi cette thématique gagne du terrain tous les mois. De plus, il y a une surenchère dans la thématique apocalyptique, dans les jeux qui font le gros carton économique, qui ont le plus de succès. Notamment le DOD. Le joueur est en situation d'avoir un outil pas phallique, mais très puissant, mais un peu phallique. Et il est seul au monde, et il a tout le monde contre lui, et c'est systématiquement, soit après une guerre atomique, soit après une faillite écologique, enfin, quelque chose comme ça. C'est juste cette question. Ça, c'est une très grande question. Because it makes money first. Voilà. En raison, c'est une industrie commerciale internationale liée avec tous les autres médias. Il y a tous les intérêts de franchise, le franchise en anglais, la multiproduction d'un texte, devient plusieurs textes, un jeu, un cinéma, un roman, bande dessinée, des jouets, etc. Aussi, c'est une... Dans les Game Studies, on dit que la narration sert les fonctions de créer l'espace imaginatif, fictif, par les références à les autres textes, comme les cinémas, les genres d'action, etc., le horreur, etc. Juste pour prolonger le système de propriété, les chaînes des textes, des jeux pour consommer, pour chercher comme fonctionne le genre dans le cinéma, etc. Par exemple. La question que posait avant, c'était aussi pourquoi la tendance apocalyptique. Bon, moi je soutiens que Hollywood a commencé, bon, j'ai une formule un peu l'emporte-pièce, qui consiste à dire que l'usine à rêve est devenue une usine à cauchemar. Et je date ça dans à peu près 1965.
Et je pense que jusqu'en 1965, The American Way of Life repose sur des modèles sublimatoires, typiquement John Ford, même s'il y a parfois des choses pulsionnelles. De toute façon, il y a toujours du pulsionnel quand il y a du sublimatoire. Mais il y a un moment où ça commence à basculer. Et ça bascule parce qu'en fait, la décomposition des modèles sublimatoires par l'exploitation de la libido, industrielle de la libido, qui conduit nécessairement à détruire les processus qui nous apprennent à sublimer, les apprentissages qu'il faut avoir fait pour pouvoir sublimer, eh bien, ils ont détruit ces trucs, et à ce moment-là, il n'y a plus que la pulsion. Donc, c'est pas un choix diabolique du marketing d'avoir cette mis à solliciter la pulsion, parce qu'il n'a plus le choix, au contraire. Il a provoqué un système où il n'a plus le choix. Et d'ailleurs, ça se voit pas simplement dans les jeux vidéo et au cinéma, mais dans l'art contemporain. On est confronté dans l'art contemporain très fortement depuis 10 ans à une esthétique du cauchemar. Donc j'appelle ça l'esthétique du cauchemar. Et c'est pas l'esthétique d'après Auschwitz, c'est tout à fait autre chose. Et c'est bien pire, si j'ose dire, non pas Auschwitz, bien entendu, mais que c'est une espèce d'esthétique de la désespérance. Voilà, je crois que ça, après, ça développe à travers un système multimédiatique extrêmement complexe que vient d'évoquer Patrick. Je crois qu'Alexandre voulait dire quelque chose. Oui, Patrick, plus par rapport plus spécifiquement par rapport aux exemples que tu nous as offerts, il me semble que ces exemples-là essaient de détourner le système du first-person shooter, mais il me semble que pour qu'il y ait vraiment diachronisation dans ce système-là, il faudrait qu'il y ait un désir de les jouer. Et il me semble que ces jeux-là, après, ils sont plutôt des exemples, des commentaires conceptuels qui restent vraiment au niveau conceptuel. Il me semble que est-ce qu'il y a des joueurs de ces jeux-là et sinon quel effectivité peuvent-ils avoir? You're asking if it is these effects would assume that the people coming to see them would be game players. Yeah, well, I mean, like if no one's playing them, because they seem to be more like conceptual pieces, and if no one's playing them, what effect can they have if on a do they really desynchronize or? Yeah. Well, that's the perennial question of art practice, isn't it? But, I mean, recently I saw a Flash game where somebody had kind of taken the second-person shooter idea, really recently, kind of turned it into a little homemade Flash game, which in some ways is the kind of reappropriation of the kind of critical gesture. But maybe it also shows that, these kind of ideas circulate around things like the internet and through common practice and so on. So, I mean, any kind of critical or creative practice is kind of a gesture dedicated to, where it might lead or where it might go. So, yeah, it's true. That's true. But like the games industry is it's terribly thirsty for new things because they, mainstream commercial industry, they constantly repeat the same thing over and over again, and so they keep their eyes out on all the sort of websites where their experimental works posted and exhibitions and so on because they're desperate for something different. So it may end up being adopted and turned into a commercial outcome, but there are these sort of possibilities for things to kind of circulate and to trans-individuate, if you like, in certain ways. Je voulais dire quelques mots. D'abord, vous avez repris cette expression l'être en avance sur les événements que la technique rend possible. Tu as montré que dans le cas des technologies de simulation, c'est une espèce de systématisation, d'anticipation. Ce sont des technologies potentionnelles. Ce ne sont pas simplement des technologies, des
mnémotechniques, ce sont des technologies potentionnelles. Et tu as montré en passant par les vidéos qu'en fait elles sont pharmacologiques puisqu'elles sont faites pour réduire l'avenir et qu'en réalité elles augmentent l'avenir. Moi je voudrais insister sur un point, c'est que d'abord c'est que ces technologies sont loin de se cantonner à la sphère des jeux vidéo. Comme par exemple ce que a dit tout à l'heure Ludovic, l'accident de l'avion qui a eu lieu au Brésil. Il appartient à une technologie de simulation qui est la technologie des jeux vidéo. Et moi-même, j'ai travaillé à Compiègne avec Aérospatial, dans un laboratoire de technologie, sur un autre accident qui était le mont Saint-Odile. Il y a eu un gros accident en Alsace, à côté de Strasbourg, en France. C'est un Airbus aussi qui s'est craché sur le mont Saint-Odile, avec 350 morts. Et un comportement absurde apparemment de l'équipage. J'ai travaillé moi là-dessus pour faire une espèce de diagnostic des causalités. Et il se trouve d'ailleurs, je dois vous le dire, c'est quand même un truc absolument extraordinaire, que à l'école d'Épinal vient au cours de philosophie un pilote de ligne qui a été cité comme témoin sur l'accident du mont Saint-Odile, parce qu'il connaissait très très bien ces avions, ces pilotages, et je ne me souviens plus exactement de ce qu'il m'a dit, mais enfin il a joué un rôle extrêmement important dans le procès. Et il suffit qu'il court ici, voilà, c'est assez étonnant. Mais si je parle de cela, c'est pas pour cette raison, c'est parce que moi j'ai conclu avec d'autres gens avec qui j'ai travaillé à Compiègne là-dessus que le problème des pilotes de ligne, puisqu'il y a une boîte noire qui a été retrouvée et qu'à un moment donné, les pilotes ont décroché les ordres de l'avion. Vous savez que dans un avion, en particulier les Airbus, parce que les Airbus sont entièrement numériques, il y a un joystick, il y a absolument pas on ne sent pas la force de l'avion, c'est entièrement numérisé. Le pilotage se fait en négociation constante avec l'ordinateur de bord, qui donne des procédures à suivre. Et la formation des pilotes, ça consiste essentiellement à apprendre à exécuter les procédures. Mais ce qui est apparu, parce qu'on a interviewé des pilotes, etc., c'est que ces pilotes n'adhèrent absolument pas au système. Et pourquoi est-ce qu'ils n'y adhèrent pas? Pour des raisons sur lesquelles j'avais travaillé 10 ans plus tôt, avec une boîte spécialisée de Thomson, qui est spécialisée là aussi dans la maintenance des avions, qui est que quand vous avez des très gros avions, un Airbus, le poids de la documentation papier d'un Airbus, c'est le poids de l'Airbus. C'est une énorme documentation et ça fait les premiers utilisateurs de CD-ROM, ça a été l'industrie aéronautique parce que ça permettait de mettre des documents sur des supports numériques, les premiers supports optiques à l'époque. Et ces systèmes n'ont pas marché. Parce que pour pouvoir, c'était fait pour les maintenanciers. Il y a une loi internationale qui impose aux avionneurs, quand il y a un accident, même pas un accident, une panne sur un avion, ils ont l'obligation d'informer, je crois, dans le mois qui suit, tous leurs clients, et ils doivent mettre à jour les bases de données, etc., avec des contraintes extrêmes, parce qu'il y a quand même des problèmes de sécurité absolument extrêmes. Sans parler du trafic, du nombre d'avions, etc. Et donc, les maintenanciers, ce qu'on appelle les maintenanciers, parce que les avions, en fait, sont en perpétuelle maintenance, ils sont sans arrêt, ils ont des problèmes, ça vous arrive, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, de me retrouver coincé sur un aéroport aux États-Unis, parce que l'avion ne peut pas décoller, tout simplement. Les consignes de sécurité ne sont pas respectées, et donc on immobilise l'avion. Et il y a des maintenanciers, alors quand c'est à Roissy, par exemple, qui est le plus gros aéroport de France, et d'Europe, je crois aussi, les maintenanciers, à l'époque dont je vous parle, c'était en 1989, ils étaient entourés par des spécialistes de technologie documentaire, de documentique, qui les aidaient à naviguer dans les bases de données, etc. Mais quand ils se retrouvaient sur les Maldives, dont je parlais tout à l'heure, à propos des techniques de soins de Pierre Hadot, eh bien, le maintenancier tout seul, avec sa base de données, n'y arrivait absolument pas. Et donc, il a été mis en place un système que j'ai appelé, moi, la logique du petit pousset, qui consistait à permettre aux maintenanciers d'inscrire dans la base de données, de participer à l'élaboration de la base de données en y inscrivant leur expérience, etc. Et ça a été inventé par une boîte de Thomson, je n'arrive plus à trouver une petite filiale de Thomson, et ça s'est généralisé. En fait, c'est une origine, pour moi, historique de la notation électronique et des technologies collaboratives.
Alors, si je dis tout ça, c'est pour signaler que quand vous regardez les salles de traders, en fait, ça ressemble énormément à des mecs qui sont en train de jouer à un jeu vidéo. Les salles de trading dans les stock exchange. Ça ressemble énormément. Les Golden Boys, ce sont des espèces de joueurs, un jeu vidéo énorme. Il se trouve que ceux avec quoi ils jouent, c'est nous. Et ils jouent. Et ce sont les mêmes technologies qui sont mises en œuvre, enfin relativement bien entendu, avec aussi des technologies de simulation. Il y a de la scénarisation, etc., qui peut être faite par des programmes automatiques, de trading automatique. J'ai aussi travaillé avec Catherine Distler, qui a été une des spécialistes, analystes du crack de 1987 à Wall Street, et qui a fait apparaître que tout justement le problème, c'était que ces systèmes de simulation, qui sont des jeux financiers, eh bien, étaient conçus sur un modèle anthropique et qui renforçait toujours, soit quand ça gagnait, ça surgagnait, et même quand ça baissait, ça se mettait à baisser de manière absurde. Donc ça renforçait les mouvements irrationnels et absurdes. Alors, cette question, tout cela je le dis parce que ça prend une importance extrême dans notre existence, sans parler du serious game, dont tu n'as pas parlé, mais qui aujourd'hui, il y a la ministre du processus mémorisé en France, alors c'est des programmes de serious game, etc. Et je pense que les enjeux sont colossaux de ces technologies que j'appellerais donc abattoirs protentionnels. Et là, j'aurais 2 ou 3 questions. Alors d'abord, s'il y a effectivement une pharmacologie de tout cela, tu disais, c'est une pharmacologie qui est assez inquiétante. Là, quand on dit, finalement, c'est fait pour prévoir l'avenir, mais ça ne marche pas. Oui, mais si ça ne marche pas, mais que ça pilote les avions, les banques, etc., vous voyez que ça marche, finalement. Et toute la question, c'est où est la pharmacologie, là? Est-ce qu'elle est du côté de l'échec ou de la réussite? Et ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Si on est dans des situations de jeu effectif, par exemple, c'est pas la même question que on a intérêt à ce que l'hypersynchronisation fonctionne au niveau des aiguilleurs du ciel, etc. Parce que sinon, bon. Je parle des aiguilleurs du ciel parce que Catherine Hayles, que nous connaissons tous les deux, qui est une théoricienne de ces questions, qui est à Duke University aujourd'hui, a dit que ce sont des jeux qui développent ce qu'elle appelle hyper attention. Et que cette hyper attention, elle dit, mais c'est très très bien de le développer parce qu'en fait, les gens qui contrôlent les avions, c'est justement ça dont ils ont besoin comme faculté. Mais elle dit aussi, moi j'ai développé, parce que mes étudiants, dit-elle, sur lesquels que je faisais travailler sur Faulkner. Pardon Faulkner. Faulkner, absolument. Que je faisais travailler sur Faulkner, je n'arrivais plus à leur faire lire Faulkner, parce que lire Lumière d'août de Faulkner, il faut être capable de lire avec une capacité attentionnelle de plusieurs heures, sinon ça ne marche pas, ça n'a pas de sens. Ce sont des gros romans qui sont avec des histoires complexes, un peu à la Dostoïevski, etc. Et ils n'arrivent plus à se concentrer plus de 10 minutes. Et donc, elle parlait des étudiants du UCLA en 3e cycle. Elle ne parlait pas de pauvres mômes de quartier pourri de Los Angeles. Elle parlait des jeunes gens qui ont été sélectionnés à l'UCLA. Et donc, elle a développé, je ne sais pas si tu t'es penché sur ça, un jeu vidéo Faulkner. Alors, elle a détourné un jeu vidéo, j'ai oublié lequel c'est. J'ai une fondation de jeu vidéo Kafka. D'accord. Et pour pouvoir... Alors, moi-même, j'avais fait en 1987, dans l'exposition Mémoire du futur, avec Jean-Pierre Ball, un système où on apprenait à lire Zola de manière critique en faisant du Zola simulé. Bon. Où est-ce que je vais en venir en disant tout cela? Je vais en venir au fait que... alors, on a parlé d'addiction. Je pense qu'il y a aujourd'hui tout un secteur d'addictologie spécialisé dans le jeu vidéo. Et j'interviens moi-même, Arsène Lustrellis intervient régulièrement dans des hôpitaux aujourd'hui sur ce sujet, Julien Gauthier en particulier et moi. Nous travaillons à Nantes avec un spécialiste d'addictologie qui travaille énormément là-dessus, un des départements d'addictologie les plus importants en France en médecine. Et une des questions qui se pose aussi, c'est qu'est-ce qui fait que les technologies protentionnelles créent des modèles addictologiques spécifiques. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et évidemment, le rapport à la mort et à la thanatologie est essentiel, parce que si on est un tout petit peu capable de continuer à lire Heidegger, chez Heidegger, c'est le rapport à la mort qui organise toute protection. Et là, évidemment, ce que tu montrais tout à l'heure sur l'Irak, je me souviens plus du nom du jeu, enfin, la création tournait autour de ça, et c'est tout à fait impressionnant.
Et par rapport à cela, une question que je me pose, moi, qui reprend un petit peu la question d'Alexander, c'est est-ce qu'on peut imaginer des jeux vidéo critiques où les communautés de joueurs deviennent en fait des constructeurs critiques de jeux, où ils vont critiquer les règles. J'avais moi-même écrit il y a très longtemps, dans les années 70, à la fin des années 70, j'étais en prison. Et j'avais beaucoup réfléchi sur les jeux parce que quelqu'un qui était un de mes profs, qui a peut-être eu à Toulouse, m'avait offert un livre de, comment s'appelle-t-il, celui qui a écrit, qui s'est suicidé, Zweig, Stefan Zweig, qui a écrit Le joueur d'échecs, et il est emprisonné, c'est une espèce d'équivalent des nazis, il joue contre lui-même, il essaye de jouer contre lui-même, ce qui est évidemment impossible. Ce bouquin m'avait énormément fait réfléchir, parce que moi j'étais dans une situation, j'étais pas entre nazis, mais j'étais quand même dans une situation, et moi je jouais avec Platon. Bon. Mais en même temps je me disais, mais jouer avec Platon tout seul, c'est un peu aussi, forcément jouer contre soi-même, et ça c'est un peu pour Dan que je dis ça, s'il est là. La dialectique dialogique de Socrate, c'est comment je joue, et qui pose que penser c'est dialoguer avec soi-même, on pourrait dire c'est jouer contre soi-même. Et la dialectique, là c'est une dialectique du jeu d'Héraclite. C'est-à-dire que c'est une dialectique où la dialectique est devenue un jeu où je joue contre moi-même, c'est-à-dire pour moi-même aussi. Alors, je pose cette question parce que je crois il est intéressant dans cette typologie des jeux dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu plusieurs fois on a interrogé sur les genres de jeux, les types de jeux. Moi j'ai fait une théorie des jeux, mais un truc très modeste. J'ai catégorisé les jeux en 3 types de jeux. Il y a ce que j'appelle les jeux où il n'y a qu'une règle. Et le jeu consiste à trouver la règle. Le casse-tête chinois, typiquement. C'est un jeu qui n'a aucun intérêt une fois qu'on y a joué. Quand on a joué une fois et qu'on connaît le truc, le seul truc intéressant, c'est de le filer à l'autre pour le regarder faire et se marrer de voir qu'il ne le trouve pas. Voilà. Mais c'est un jeu qui s'épuise extrêmement vite. Donc le modèle potentionnel est court. Après, il y a des jeux d'adresse, par exemple, jouer aux boules, il y en a d'innombrables sortes. Et là, on pourra toujours augmenter le score, si je puis dire, parce que est-ce que je vais aller plus près du cochonnet à chaque fois, et puis je vais devenir un champion. Et ça, il y a une très très grande variété. Et puis après, il y a ce que j'appelle, moi, les jeux à littérature. Jeux de Go, jeux d'échecs. Ce sont des jeux où, essentiellement, le vrai joueur, enfin, pas des gens comme moi, je ne suis pas un joueur de ça, mais les vrais joueurs, ce sont des gens qui étudient la littérature. Et en étudiant la littérature, ils créent des nouveaux genres littéraires. Les grands genres d'échecs, dont parle Stefan Zweig, ce sont ces genres-là. Ce sont des gens qui créent des genres, c'est de la littérature. Alors, moi je crois qu'au sein des jeux vidéo, il faudrait faire une critique littéraire, au sens, je viens de dire, jeu à littérature, qui permettent de faire que des joueurs deviennent des producteurs de jeux, en fait. Et qu'il existe un jeu, et ça c'est d'une certaine manière, le scénario est un peu quelque chose comme ça. Il existe un jeu où on joue à créer, à faire le jeu. C'est-à-dire où on est associé. Les joueurs de jeu d'échecs, ce qui est absolument fabuleux, ou comme le jeu de Go, c'est qu'on sait que ça fait 4000 ans que ça existe, 3000 ans que ça existe. Il y a absolument très peu de choses. Les règles tiennent en une page, 64 cases, c'est absolument basique. Mais il y a un texte vachement important que vous connaissez. C'est pas ce casse. Le jeu fini et le jeu infini. Tu connais ça? Tu connais pas ce livre qui s'appelle Finite and Infinite Games? Finite and Infinite Games. Non, je ne sais pas. Ça c'est absolument important. Dans la question. Absolument important. Je pourrais faire une conférence je pense que c'est Cass qui s'appelle, un penseur américain. C'est un bouquin extrêmement important. Il y a 2 types de jeux. Je crois que c'est Cass. C-A-R-S. Il dit il y a 2 types. Il y a le fini. C'est les 2 premières catégories. Et
et les jeux infinis. En réalité, les jeux sont souvent par triple dimension. Par exemple, jouer du violon, c'est un jeu, parce que jouer du violon, c'est aussi un jeu, c'est pas pour ça. Pour rien, on dit qu'on joue, c'est un jeu. Et c'est un jeu qui, pour certains, est quasiment de premier niveau, pour d'autres de deuxième niveau, et pour les autres de troisième niveau, et les trois niveaux sont et là, il y a, évidemment, ça devient une espèce ça devient l'art. Hein. Donc, alors, pourquoi est-ce que Bataille articule cette proposition non Faber de Lens? C'est parce qu'il veut rendre compte de la naissance de l'art. Il dit la naissance de l'art, c'est la naissance du jeu. Mais pas du jeu, de l'homme qui joue, capable de jouer. Et ça se pose une petite question. C'est bien, merci. Il y a beaucoup de choses à faire là, mais je peux dire qu'il y a des tentatives pour penser les jeux critiques et comment on peut faire ça. Récemment, il y a un texte qui s'appelle Procedural Rhetoric. Comment il s'appelle? Je me souviens. His argument is that once people are used to video games and how they work, then you can develop a kind of a critical method like you can with literature or cinema, where people can understand when you are making a reflexive production, so that you can produce a game and design it just to show a certain kind of set of procedures that go into how you model a game, and then you're able to kind of like rhetorically question them. So it's a sort of a développement de maturité de forme, par exemple. Il y a aussi Mary Kelly qui a fait un livre comment on peut de video game design. C'est une pratique pour réinventer les processus, les cycles d'itération de développement d'un jeu, pour insérer, dans un sens, une phase critique. Qu'est-ce qui se passe, quelles sont les assumptions, les idéologies qui informent ce choix dans le game, ce mode de jeu, ce but, cet élément, etc. Il y a aussi un homme intéressant uruguayen, Gonzalo Frasca, qui fait des projets expérimentaux et il a aussi écrit sur ce sujet. Et il a fait une comparaison avec le Theatre of the Oppressed, le théâtre de l'oppresse d'Augusto Boal, le playwright brésilien, je crois. Et ça, c'est plus comme la possibilité de créer les jeux eux-mêmes entre les personnes. Donc on peut pour dessiner un jeu court, pour examiner une situation et après faire un critique et pour changer les règles, par exemple, etc. Comme ça. Donc il reste peut-être les possibilités pour faire ça. Moi je pense que ça serait bien d'essayer de faire un travail approfondi parce que ce que j'appelle ce matin la recherche contributive, à mon avis, est beaucoup bien partie. Rappelez quand même les jeux de rôle en tant que littérature et critique.